Et là, on aura fini avec la partie protocolaire de ce forum. Suivra la deuxième partie qui va compter 2 interventions. Le premier exposé va porter sur les difficultés des médias pour accéder aux sources publiques d'information, cause incidence sur le travail des médias en RDC. L'intervenant sera M. Primo Mukamiwa. Après M. Primo, suivra l'intervention de l'honorable Patrick Pierre, qui portera sur les pistes de réforme envisagées pour permettre aux médias de mieux accéder aux sources publiques d'information à RDC. Après ces 2 interventions, suivra la partie d'échange et dans cette partie, nous allons d'abord prendre pendant 10 minutes une intervention de Bukavu où, après l'intervention de Bukavu, l'intervenant n'est pas encore proposé, nous attendons encore seulement, il y aura l'intervention de Lumbashi où le nom de Maurice, monsieur le chef de travaux Maurice Itogo a été proposé par l'intervenant. Sans plus tarder et considérant le petit retard qu'on a connu, pour commencer, je vais tout de suite passer la parole à monsieur le directeur du CRJ, Maître Charles, pour le mot bienvenue. Monsieur le directeur. Bonjour tout le monde. Déjà, opérant de la salle, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Si vous voulez, et ce serait d'ailleurs de bonne charité, je voudrais bien recommencer en vous disant à chacun, à chacune, bienvenue dans cette salle qui nous accueille ce matin. Je ne vais pas être long et je ne vais pas être très protocolaire, vous m'excuserez pour cela, parce que le plus essentiel va nous être donné par nos 2 intervenants en gauche et à droite, qui sont les meilleurs connaisseurs de la question. Je vais juste faire un trait d'union. Mais c'est en fait auprès d'eux que vous allez poser le plus d'attention si vous voulez mieux comprendre la thématique que nous réunit aujourd'hui. Il s'agit en fait d'une thématique qui est développée dans le cadre d'un plaidoyer pour le vote, l'adoption de vote, la promulgation de la loi d'accès à l'information, qui est une loi très centrale pour la promotion, la consolidation en tout cas de la démocratie en République démocratique du Congo. Connaissant le bienfait qu'une telle loi peut produire en termes non seulement d'accès aux sources d'information, mais aussi de la distribution d'informations par les professionnels des organes attitrés au titre d'une formation, au-delà de l'information purement médiatique, en tout cas au titre d'une formation de l'opinion et de la formation d'une participation qualitative à la démocratie par les citoyens qui sont bénéficiaires de cette formation. L'exercice s'inscrit dans le cadre du programme développé par Internews, qui est le programme de développement du secteur médiatique, et qui a apporté au CRJ l'appui nécessaire, non seulement pour rédiger le brief que vous avez chacun dans sa part, et aussi organiser cette séance de vulgarisation à laquelle vous participez aujourd'hui. Je voudrais inciter un merci particulièrement au partenaire qui a soutenu la rédaction de ce livre, la tenue de cette matinée d'échange. Je vais vous dire aussi à vous tous merci pour votre venue à temps, je voudrais bien insister. C'est rare que les Congolais aient aussi peu de retard par rapport à une activité qui est prévue déjà, à laquelle vous avez été conviés d'ailleurs de manière un peu plus abrupte. Personne n'a été convié à 5 jours plus tôt. En 2 jours, vous avez démontré votre motivation à participer à cette activité. Vous avez démontré votre intérêt à apprendre davantage de ce que c'est le droit d'accès à l'information et très probablement participer à la campagne pour plaidoyer pour le vote et la promulgation de la loi que nous voulons tous intervenir le plus tôt possible.
Il ne m'appartiendra pas certainement de présenter les intervenants. Je vais laisser cet exercice au modérateur. Mais l'environnement partagé que je voudrais que nous ayons, c'est non seulement l'importance du texte de la loi à l'accès à l'information, mais aussi le besoin pour chacun de nous s'impliquer pour ce qui est de son domaine, non seulement pour que ce plaidoyer prenne davantage corps et effet, à travers vos publications, à travers vos activités académiques, vos recherches, vos publications scientifiques, mais aussi pour ce qui est des politiques qui sont parmi nous, leur engagement à appuyer au niveau institutionnel le vote et la politique. Ils peuvent être des lecteurs, ils peuvent être des internautes, et parmi ces sources d'information, il y a les autorités publiques. Surtout que dans le média, maintenant, il y a une grande proportion des informations politiques et donc des informations venant des autorités publiques qui souvent ne facilitent pas la collecte, la récolte des données par les professionnels des médias. Alors que la bonne gouvernance tient à la redevabilité. Cette redevabilité qui est en lien direct avec la communication aux usagers du service public des informations sur la gestion de l'État, la gestion de la chose publique. Évidemment, les gens vont se poser la question, ceci est venu d'où? Non, il y a une réclamation dans le monde entier vers les années 1989-1990 d'une transparence, ce que Gorbatchev va appeler la glasnost. Donc, le public doit savoir et avoir de savoir tout ce qui s'est fait dans ce que nous appelions dans les temps des systèmes politiques la chambre noire. Évidemment, les sciences politiques ont évolué pour parler plutôt des chambres de conversion. On transforme les demandes de la population, les attentes de la population en décisions. Et donc, le public est en train de savoir comment est-ce qu'on est en train de chercher à résoudre son problème, avec quels moyens. Et donc, ceux qui sont chargés de cela doivent communiquer. C'est là que se trouve le travail du professionnel de médias. C'est que le professionnel de médias doit pénétrer, doit palper, doit sentir, doit écouter, mais il doit aussi vérifier la certitude et l'exactitude des informations qu'on lui donne. Et quand il les traite, il doit les traiter avec honnêteté, en ne traversant pas les données, en ne mentant pas sur les idées que les sources ont eu à communiquer. Cela, c'est pour produire. J'ai parlé de la production, donc il s'agit d'une technique de production pour construire une information qui doit être fiable, qui doit être complète, qui doit être utile à l'avancement de la société. Et l'information, c'est quoi? L'information, c'est pas dire que le soleil se lève le matin et se couche le soir. Nous le voyons tous les jours. L'information, ce n'est pas habituel, mais c'est un fait nouveau, un fait actuel. Mais ce fait-là, ça peut être un événement qui naît, mais l'événement grandit aussi. Mais l'événement peut arriver à sa fin. Donc l'information naît, grandit et meurt. L'information peut mourir. C'est pourquoi on dit que l'information est comme le poisson frais. L'information est comme le poisson frais qui pourrit très vite. Et quand le poisson est pourri, est-ce qu'on peut le manger encore? Non. Il devient mauvais, il devient pourri, il devient corrompu. Le poisson ne peut plus se manger, donc l'information n'est plus utile. L'information devient dépassée par l'évolution des événements. D'où la nécessité de la rapidité, la nécessité de la célérité dans le traitement et la transmission au public d'une information complète. J'insiste sur complète parce qu'il y a des gens qui trompent l'information. Vous connaissez vous-même, pour les professionnels de médias, il faut faire un effort pour répondre aux 5 questions de l'enseignement. Les 5 W. Le who, what, where, when, and how. Bon, nous sommes dans un état francophone,
il faut que je dise cela en français, ce quoi, ce qui, ce pourquoi et comment cela s'est fait et où cela s'est fait. Il faut un effort dans la production, dans la synthèse, dans la production de l'information et même des magazines pour répondre à ces questions. Et donc, il faut avoir une rapidité, une célérité dans le traitement. Mais il faut être honnête, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut être juste, mais il faut être aussi exact. C'est pourquoi la recherche, c'est pourquoi les méthodes. La synthèse faite par les professionnels de médias doit donc tenir compte de cela et être rapidement livré au public, sinon l'information dévalue. Vous devenez inutile. Évidemment, les référents de cela, c'est que beaucoup de journalistes courent au scoop, qu'ils soient les premiers. Nous en avions parlé l'autre fois, ça nous amène parfois à des erreurs, à ne pas être compris, à laisser des points d'interrogation qui n'ont pas de réponse. Il faut faire un effort justement pour arriver à une information complète. Et donc tout cela dépend de la collecte. Mais quelles peuvent être les causes des difficultés pour les professionnels des médias d'accéder aux sources publiques de l'information? Nous abordons donc notre deuxième point qui traite des causes de ces difficultés. La loi 96-002 du 22 juin 1996, fixant les modalités de l'exercice de liberté de la presse dans notre pays, donne le droit de libre accès des journalistes aux sources d'information. Donc, ils ne sont obligés de divulguer les secrets, sauf lorsque la loi le prévoit. Mais les journalistes ne peuvent pas divulguer ces sources d'information. Mais il y a cependant des difficultés pour les professionnels de médias à accéder aux sources publiques d'information. Il y a d'abord cet environnement politique trop polarisé. Cet environnement politique trop polarisé a entraîné aussi la coloration des médias. Donc ça dépend des statuts des médias dans lesquels les professionnels travaillent. Ce statut-là peut obstruer les voies à l'accès aux sources. Mais il y a également la perception de la source d'information ou du public et l'alignement du média à tel pôle ou à tel autre pôle dans un environnement trop politisé, trop polarisé. Cela peut fermer les portes aux professionnels des médias à accéder aux sources d'information pour leurs reportages, pour leurs magazines, pour leurs papiers. Mais les obstacles au droit d'accès aux sources d'information par les professionnels médias sont aussi liés à la tendance de s'enfermer dans une culture des secrets. Vous savez que la culture des secrets est très répandue dans nos pays et même dans le monde entier, où les puissances politiques, économiques et sociaux ont un conflit d'intérêts entre leur intérêt particulier de cacher leurs procédés de production, leurs méthodes, leurs chiffres d'affaires, les voies par lesquelles ils s'enrichissent ou les voies par lesquelles ils atteignent des cibles de pouvoir et l'intérêt général de connaissance, ce que le peuple doit savoir. Il y a également la classification des deux éléments du secret d'État, des secrets professionnels ou les confidences du droit d'autrui. Un autre obstacle, c'est ce que nous appelons la généralisation de l'anomalie sociale. Qu'est-ce que signifie l'anomalie sociale? C'est lorsqu'on inverse les valeurs, c'est-à-dire la corruption ou les pratiques mafieuses ont enquisté les services publics qui poussent les autorités à s'assurer une certaine protection en évitant toute fuite d'informations susceptible de nuire à leur carrière. Alors, on bloque les professionnels à accéder aux sources publiques d'information. Ça, c'est du côté du public, mais il y a le côté même des professionnels de médias. Les insuffisances en formation journalistique d'investigation, du fait que les enquêtes demandent une certaine
connaissance. Les enquêtes demandent du tact. Les enquêtes demandent des méthodes et des approches pour faciliter l'accès justement à ces sources publiques. C'est pourquoi on se pose la question comment le journaliste de RFI, le journaliste de Top Congo ont des facilités d'accéder aux autorités pour avoir les informations que les autres. C'est souvent une question de méthodologie, de tact et de connaissances approfondies. Mais il y a aussi l'usage des méthodes non journalistiques pour la collecte de l'information, notamment les chantages. Il y a des journaux, il y a beaucoup de journalistes, nous parlons souvent de moutons noirs, qui, pour vendre son journal, ils peuvent vous envoyer un gros titre intimidant un gestionnaire sans beaucoup de contenu, mais ils attendent à ce que le gestionnaire appelle de manière à dire donnez maintenant les rectificatifs, donnez maintenant l'information, mais entre-temps, on veut te soudoyer. Là, ce n'est même pas le coupable, il s'agit tout simplement d'une conclusion qui est condamnable par le code pénal. Il y a également la confusion des rôles des journalistes à ceux d'agents de renseignement, d'agents de propagande. Souvent, on confond les journalistes avec ces agents-là, et lorsqu'ils se retrouvent sur des terrains très dangereux, le journaliste est confondu. Et il risque même sa vie, surtout en période de campagne électorale, les journalistes qui portent des polos, des partis politiques, des effigies, des candidats, ils s'exposent et ils bloquent leur possibilité d'être considérés comme journalistes et accéder aux sources d'information. Et le journalisme, on ne le fait pas pour soi-même, on le fait pour le public. Ce qui fait que lorsque vous retenez l'information et vous avez des partis pris, c'est aussi un des obstacles à l'accès. Prochainement, les gens vont vous éviter, ils vont vous dire on vous a donné toute l'information, pourquoi vous n'avez choisi que tel parti pour déséquilibrer l'information que vous donnez à notre défaveur. Prochainement, l'accès vous sera fermé. Il y a malheureusement les menaces. Les menaces contre les journalistes, surtout dans des milieux de guerre ou de conflits armés et lors des grandes tensions politiques, les journalistes sont souvent menacés. Et surtout aussi, lorsqu'il s'agit de détournement de fonds, de dénonciation de malversations financières, vous appelez par-ci par-là, les journalistes ont reçu tel nombre de téléphones, et parfois les gens passent par le voie des faits, et nous avons ainsi perdu beaucoup de journalistes dans notre pays. Donc les menaces et les intimidations contre les journalistes amènent souvent les journalistes à ne pas aller vers les sources d'information au risque de se retrouver en difficulté. Il y a également de la part du public la méconnaissance de la loi, la méconnaissance de voies par lesquelles il faut passer pour des rectifications, pour des voies de réponse. Et tout cela, ça fait que parfois, on s'attaque aux professionnels des médias. Et enfin, dans les médias, il y a un grand problème avec notre foisonnement continu, infini des médias, les manques de moyens financiers. Les ressources financières sont très limitées pour mener des enquêtes approfondies par les professionnels des médias et leurs organes de presse. Alors, la liste n'est pas exhaustive. J'ai épinglé, parce que déjà en juillet 2009, nous étions avec Charles ici à côté, toujours dans ce plaidoyer d'accès aux sources d'information. Nous avons épilogué sur toutes ces questions. Alors, pour toutes ces raisons, la loi demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de veiller au respect de la déontologie en matière d'information. Et nous demandons toujours aux professionnels de médias, aux médias, de rester impartiaux. L'impartialité et l'équidistance vis-à-vis des forces politiques et sociales peuvent aider les professionnels du domaine de s'ouvrir toutes les portes sans hésitation. Alors, quelle est l'incidence de tout ceci sur le travail du journaliste? La qualité de l'information produite ou à diffuser ou à publier
dépend de la richesse, de la diversité et de la fiabilité des données collectées sur le terrain. Si la collecte est obstruée par tous ces obstacles ou les obstacles de tous ordres, il va sans dire que la production de nouvelles sera médiocre. Une information incomplète, souvent protocolaire, tel que nous le suivons sur nos médias. Une information à sens unique, non fouillée, ne remplit pas les critères de l'utilité publique de l'information. Elle crée plutôt des conflits sociaux. Elle peut même alimenter des polémiques inutiles qui gaspillent des énergies des hommes qui devaient penser au développement et ne pensent à rectifier, à passer toutes les journées en train de répondre sur des médias alors que leur cerveau, c'est pour produire des nouveaux paradigmes pour notre pays. Une information incomplète, mes amis, ça expose les professionnels de médias effectivement dit à devoir les faire. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou ne veulent pas passer par les voies légales pour la correction des informations les concernant. La notoriété d'un média. Nous insistons sur ceci. Parce qu'un média sans notoriété ne peut pas avoir des annonceurs. C'est pourquoi il y a trop de pauvreté dans le monde journalistique. On mange aujourd'hui, on a un coupable aujourd'hui, mais demain on ne sait pas ce qui sera fait. Il faut se créer un nom. Et donc la notoriété d'un média est fonction de la qualité de l'information ou des informations fournies au public. Son audimat du média s'élargit quand on donne une information complète, une information fiable. Et les annonceurs, naturellement, vont se bousculer parce qu'il y a les publics qui suivent, parce que l'audimat est là. Et la qualité publicitaire, certainement, va faire fonctionner correctement le média. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Il y a donc un effort pour les professionnels de médias de s'ouvrir les sources d'information, surtout les sources publiques. Cela peut se faire par des bonnes méthodes, des bonnes approches pour la collecte des données. Ceci peut amener les professionnels de médias à avoir plusieurs angles de traitement de l'information et à produire plusieurs dépêches, plusieurs magazines, donnant tous les points et les réponses prismatiques d'un événement ou d'une opinion donnée ou d'une action sur le terrain. Cela va amener les médias à produire des programmes ou même des papiers fiables, utiles à la société. Les lois, oui, nous parlons des lois, mais parfois les lois, ce ne sont qu'une codification des pratiques. Lorsque les gens seront sûrs que les médias sont fiables, sont honnêtes, ont l'exactitude, donnent des informations complètes, la loi va passer facilement et les autres textes réglementaires sur l'accès aux sources publiques d'information viendront renforcer ce que les professionnels auront déjà acquis par des bonnes pratiques du métier. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, après cette riche intervention de M. Primo Caprivo, qui n'a pas besoin d'avoir comme cible professionnelle des médias pour avoir une compréhension profonde, nous pouvons résumer en 3 points qui, personnellement, ont ému notre attention. Le fait que le droit d'accès à l'information est une question de régularité et de transparence qui
Redevabilité dit aussi intégrité, savoir dire ses pensées et laisser au public le pouvoir de vérifier l'information. Il y a aussi un fait, il ne suffit pas de donner l'information, mais il faut donner l'information complète. Et cette information doit être transmise au public avec célérité pour permettre à ce public de vérifier les faits avant que l'information n'arrive au véhicule des avis. Parce qu'on a appris ici pour ceux qui ne sont pas du domaine, et c'est un rappel pour ceux qui sont du domaine, que l'information a un cycle de vie. Sans plus tarder, parce que je sais que les interventions seront nombreuses et que vous avez capitalisé en le temps, dans votre note, je vais m'en aller me faire l'honneur de passer la parole au deuxième intervenant, qui est l'honorable Patrick Mouéla, député national, et qui va intervenir sur les sujets suivants: les pistes de réforme envisagées pour permettre aux médias de mieux accéder aux sources publiques d'information en RDC. Honorable. Merci. Non. Peut-être que je vais utiliser celui-là. Celui-ci. Non. Ça passe. Alors, bonjour à tous. Monsieur, je n'avais pas anticipé parce qu'on est déjà le 16, je crois, le 17. Et donc, à 2 semaines de fête de fin d'année, je voudrais profiter pour présenter mes vœux à tous ceux qui sont dans la salle, à Bukavu et à Lubumbashi. Ce matin, une amie de Bukavu m'a posé la question si j'étais sur place. Parce qu'elle est sûrement dans la salle en train de suivre cette conférence. Je dis non, vous espérez des Kinshasa, merci la technologie. Je voudrais d'abord, de prime abord, remercier Sergi Internews qui nous offre l'opportunité de débattre avec vous en ces sujets, parce que c'est un sujet qui est éminemment important dans un contexte où les peuples veulent de plus en plus savoir ce que font ces dirigeants du pouvoir qui leur confère. Je voudrais remercier aussi le vieux Primo tout à l'heure. Il m'a reproché ma vieille culture de l'époque, mais vous êtes déjà honorable pour pas m'appeler vieux. Je pense que c'est des choses que les titres ne changent pas. Merci pour vos mots et merci aussi d'avoir cru à la jeunesse à l'époque, parce que c'est pas toujours évident lorsqu'on regarde les médias actuellement de faire la nette démarcation entre ceux qui portent les médias de qualité et ceux qui portent les médias de la manière dont ils sont portés. Et malheureusement, l'avènement des réseaux sociaux n'a pas facilité cela. Mais bon, j'espère que tout ça, c'est des choses qui, dans la réflexion, nous pourrons y apporter des solutions. Alors, dans la conférence aujourd'hui, il m'a été demandé de plancher sur une piste de réforme envisagée aux médias pour qu'ils accèdent mieux aux sources publiques d'information. Je crois que la question elle est complexe. Je fais mienne les définitions et autres explications données tout à l'heure par mon cher Aimé Primo Camillois, mais je crois que moi, avant même de parler des médias, je regarde la nature de notre société. Au Congo, c'est une société où nous avons une vraie culture des tabous. Regardez seulement dans nos familles, je suis sûr qu'il y a toujours un mur quand il faut aborder certains sujets avec les parents. Je crois que fort malheureusement, de manière peut-être indirecte, on a cultivé cet esprit au point qu'on ne sait pas toujours savoir qu'est-ce qui doit être dit, qu'est-ce qui doit pas être dit. Alors, les pistes de réforme, à mon avis, doivent commencer parce que nous parlons
l'information publique. Par source publique d'information, moi j'entends les structures étatiques. S'il faut faire une petite analyse de nos structures étatiques, vous verrez que les médias ou la communication n'a jamais été le principal allié. Les plus souvent, j'ai eu l'expérience, j'ai travaillé au cabinet de Premier ministre, on ne recourt aux médias que quand il y a un problème. Jamais des structures aujourd'hui, en commençant par la présidence de la République, ne sont structurées ou outillées de sorte que les informations soient mises à disposition à l'instant. Alors l'information, ce n'est pas simplement l'audience que le président de la République accorde le matin. L'information, c'est sûrement l'ordonnance qu'il a signée plus tôt, parce que toutes les ordonnances ne bénéficient pas forcément de la publicité que vous voyez. L'information, c'est les décisions qui peuvent être prises par les directeurs du cabinet, même en termes de fonctionnement interne, parce que c'est une structure étatique, donc les Congolais sont en train de savoir comment ça fonctionne. Je pense que l'une des pistes, c'est de voir comment arriver nos institutions sur l'obligation d'être elles-mêmes les sources d'information. Vous pouvez aller au ministère de l'Agriculture. Est-ce que au ministère de l'Agriculture, il peut vous donner des données statistiques fiables sur la portion de terre en RDC qui n'est pas encore occupée et qui peut être sujet à des concessions? Même nos ministres, nos différents acteurs ne travaillent pas dans cette dimension. Je l'ai dit parce que nous faisons des plaidoyers sur la loi pour l'accès à l'information depuis des années. Et malheureusement, nous n'avons pas encore atteint l'objectif. Je crois que si on n'a pas atteint l'objectif, c'est parce que les gens ont peur lorsqu'on parle d'accès à l'information, parce que les gens pensent tout de suite que vous allez venir voir ce qui doit être vu, ce qui est caché. Est-ce que vous savez, par exemple, que même nous, les députés, cette loi d'accès à l'information va nous aider, parce que moi, je ne peux pas aujourd'hui, je n'ai pas des sous-bassements pour aller, par exemple, à la Banque centrale et dire donnez-moi des statistiques de vos opérations hier, dans les biens, morales. Désolé, peut-être que même si je me fais munir d'un nombre d'émissions, peut-être que ce sera plus contraignant. Mais l'avantage justement d'avoir cette loi, c'est que toutes les structures vont s'arriver avec cette obligation de manière permanente et sans pression de dire bon voilà ce qui s'est passé hier, parce que la transparence, c'est un élément clé et d'ailleurs, c'est ce qui est recherché. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée la confiance entre les dirigeants et les dirigés. C'est cette capacité que le peuple a de suivre au quotidien comment les choses se font. Alors, l'autre piste des réformes bien au-delà d'abord, je crois qu'il faut qu'on regarde nos journalistes. Comment on les forme? Est-ce qu'aujourd'hui, moi je suis de ceux qui pensent que notre système d'enseignement de manière générale doit être totalement réformé. Parce que aujourd'hui, il y a, si vous ne savez pas utiliser l'ordinateur, vous êtes analphabète. On peut en convenir. Est-ce que nos journalistes aujourd'hui sont formés pour s'adapter à l'évolution du monde, à l'évolution du secteur de nouvelles technologies de l'information? Est-ce qu'aujourd'hui, la loi d'accès à l'information que nous voulons, ou la réforme des structures étatiques que nous voulons, pour que ces structures deviennent d'elles-mêmes les vecteurs des bonnes diffusions des informations, est-ce que les journalistes sont assez initiés? Je crois qu'il y a un travail qui doit être fait de ce point de vue, parce que aujourd'hui, fort malheureusement, vous allez remarquer que les débats politiques est dominé par la politique. Vous avez remarqué aussi que la plupart de ceux qui entretiennent cette polémique ne sont pas forcément les journalistes au sens strict du terme, au sens de celui qui vit de la collecte, du traitement et de la diffusion d'informations. Vous savez que de mes années des journalistes, je viens d'aimer dans la salle, c'est quand même la manie. Ce n'est pas que nous ne traitions pas des informations sensibles. On les traitait avec la distance qu'il fallait. Et très rarement, vous allez entendre qu'un journaliste comme une question de Saint-Benoît est inquiété par les services. Ce n'est pas qu'il n'aborde pas des sujets d'une grande sensibilité, mais il les aborde avec professionnalisme.
mais je vous épargne de donner les noms de certains acteurs, de certains animateurs, de certaines émissions qui passent beaucoup de temps partout parce que justement, ils ne savent pas faire la démarcation entre ce qui est imputation dommageable, ce qui est information ou ce qui est atteinte à la liberté des autres, parce que la liberté d'information n'est pas en conflit avec justement cette forme de libertinage que nous vivons quelquefois. Je crois qu'au-delà du travail qui doit être fait au niveau des structures, des institutions, il y a un travail de formation qui doit être fait. Et bien évidemment, tout ceci doit être assis sur, d'une part, la loi sur l'accès à l'information et d'autre part, la loi révisée sur l'exercice de la liberté de la presse. Parce que nous avons une loi, à mon avis, qui est désuète. Une loi depuis 1996, 24 ans plus tard. Aujourd'hui, vous avez des médias en ligne. Aujourd'hui, il n'existe aucune législation sur les médias en ligne. Est-ce que, au niveau du CESAC ou au niveau du ministère, est-ce qu'ils ont aujourd'hui des possibilités d'appliquer des moyens de contrainte pour empêcher un média en ligne d'exister? Est-ce qu'on peut même les dénombrer aujourd'hui? Vous voulez là, matin, vous trouvez la boussole, vous trouvez les corps chantes, vous trouvez ceci, vous trouvez cela, et c'est tellement facile avec l'avènement de nouvelles technologies d'information que tout le monde peut, au coin de son lit, devenir journaliste et parfois sans respecter les normes. Et comme nous n'avons pas toujours une population qui est bien avisée sur ces sujets, on croit à tout et la société perd certains repères. Donc il est important pour nous de regarder tout ça. Alors je suis sûr qu'il y aura une question qui viendra. Vous êtes député national, qu'est-ce que vous faites? Mais ça fait des années que dans le cadre du collectif 24, notamment avec Internews, on a essayé de porter la question. Et je crois que la loi sur l'accès à l'information fait partie des arrivées parlementaires. Mais malheureusement, puisque cette loi, pour beaucoup de politiques, elle est mal appréhendée. Parce qu'on pense que si nous consacrons cette loi, on perd tous nos petits secrets. Et donc, vous avez vu, par exemple, récemment, dans le cas de G13, avec certains collègues, nous nous sommes battus pour avoir des réformes. Et j'espère que dans cette atmosphère qui commence à s'ouvrir, où j'espère véritablement que nous pourrons avoir plus de marge de manœuvre, nous allons répondre sur la question. Non seulement qu'il faut le faire bien et vite, mais aussi il faut faire cette loi d'accès à l'information de sorte que le pays pourra tout au moins disposer des textes. Parce que l'application, même si les textes existent, le temps de son implémentation ou le temps de sa compréhension. Moi, j'ai toujours pensé que pour les questions de communication, de transparence et de mise à disposition du public des informations, l'exemple devrait venir d'en haut. Parce que vous avez, pour ne parler de l'Assemblée nationale, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous allez, vous, en tant que Congolais, vous pouvez avoir accès aux lois qu'on adopte? Est-ce que nous avons un site internet fonctionnel qui peut vous permettre à tout moment de savoir ce que vous avez fait depuis 2 ans? Même moi qui vous parle, je ne sais pas vous dire combien de normes adoptées. Parce que nos institutions, nos structures ne sont pas formées, ne sont pas constituées avec le souci majeur de dire ce que nous faisons. Alors, lorsque vous ne dites pas ce que vous faites, les gens disent ce que vous ne faites pas. Et c'est ce qui explique que très souvent, malheureusement, quand reviennent les élections, beaucoup d'entre nous ne sont pas réunis. C'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens n'ont pas toujours la compréhension des faits qu'ils devraient avoir. Parce que justement, nous, en amont, on n'a pas assuré que cela soit fait. Et donc, nous, aujourd'hui, avec l'opportunité qui est en train de s'offrir, il faut voir avec les structures qui travaillent dans les secteurs comment on peut mieux porter la question pour que cette loi, finalement, puisse arriver à donner des résultats que nous voulons. Et j'espère que les politiques comprendront qu'en ce moment-là, il faut que les structures étatiques puissent être en mesure de faire fonctionner leurs services d'information. Vous voyez, par exemple, la MONUSCO tient tout le mercredi une conférence de presse. Et parfois, quand vous y allez, vous avez l'impression qu'ils disent la même chose. La situation est globalement calme, il y a eu ceci,
il y a eu cela. Mais même s'il n'y a pas de changement majeur, mais il y a les rituels. Il y a cette obligation qui leur encore de dire, bon voilà, il y a ceci, il y a cela. Mais je ne me souviens pas, en dehors, nos institutions n'ont pas intériorisé la nécessité d'avoir ces contacts. Pour les peu d'années que j'avais passé au bureau provisoire de l'Assemblée, hebdomadairement, je faisais des conférences de presse, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Parce qu'il y a toujours un sujet de recherche des étudiants. Il y a toujours les Congolais qui veulent savoir dans les moindres détails ce qui se passe. Et donc, je pense que je veux conclure mon propos en disant que le jour où nous, les politiques, nous allons apprendre à collaborer, à mieux collaborer avec les médias, je suis sûr que le pays avancerait plus vite. Parce que le déficit de confiance qu'il y a entre les peuples et nous est fortement entretenu par le vide de communication. Il ne faut pas penser que le Congolais, malgré notre grande pauvreté, ne peut pas comprendre nos difficultés. C'est justement parce que nous ne venons pas, par exemple, j'ai toujours pris cet exemple, la législature dernière, on a adopté la loi sur les baux et loyers. On a plafonné à 3 mois la garantie locative pour un usage résidentiel. Mais qui a communiqué dessus? Aujourd'hui, tout le monde paye 10 mois de garantie. Est-ce que vous savez que la loi l'interdit? La loi prévoit que vous puissiez payer 3 mois et il y a au moins au niveau de la commune une possibilité de vous plaindre. Bon, peut-être parce qu'il y a aussi la loi de l'offre et d'aliment, mais ce n'est qu'un exemple. Ça veut dire que tant que les structures étatiques ne vont pas s'arrêter sur le besoin du peuple de savoir tout ce que nous faisons matin, midi et soir. Vous avez eu par exemple l'initiative de l'homme Milan de Sakata. Les gens sont sortis dans la rue, il y a eu des décès, mais même les députés, beaucoup n'en avaient pas compris le bien fondé. Parce que même à ce niveau-là, il y a toujours des problèmes d'accès. Alors, quand il n'y a pas de manière transparente l'accès à l'information, quand il y a toujours ces soupçons, quand il y a toujours cette forme d'agenda caché qu'on veut cacher au public et aux collègues, ça aboutit à des situations que nous avons vécues. J'espère vraiment que nous allons prendre un bel élan pour arriver à asseoir les structures qui nous permettront de garantir le plein accès à l'information, qui n'est pas seulement à l'avantage de journalistes, comme je l'ai dit tantôt, même de les députés. On a besoin de ça, des chercheurs et tous les autres. Voilà un peu ce que je pouvais avoir comme matière à mettre sous la bouche en attendant d'ouvrir les débats et d'aller un peu plus en profondeur. Je vous remercie pour votre attention. Après cette deuxième intervention riche, qui avait eu comme vocation vous entretenir sur les pistes de réformes envisagées pour permettre aux médias de mieux accéder aux sources publiques d'information RDC, nous pouvons résumer en 2 grands points. La première piste concerne les institutions en elles-mêmes, qui devraient intégrer la culture de communication, l'habitude de communication, en finir avec la culture du tabou. Et deuxièmement, c'est aussi de la responsabilité des professionnels des médias, qui doivent faire leur part du chemin en apprenant progressivement à faire une différence entre information et implication de médias. Je ramasse juste des mots que l'honorable a donnés et qui nous mettent sur les grandes voies et pistes à envisager pour permettre aux médias de mieux accéder aux sources d'information. Nous allons passer au point suivant qui va nous mettre en interaction avec nos amis de Bukavu et de Lubumbashi. Si la technique le permet, si la technique peut nous connecter, nous commencerons par Bukavu.
le docteur Adolphe Piloma été proposé comme intervenant. Où est-ce que nous sommes ensemble? Merci beaucoup pour mon collègue.
Et ça gêne quand même chaque fois. Vous devez aller devant et poser des questions. C'est que vous n'êtes pas un bon journaliste. Je pense qu'il y a moyen pour nous, par rapport à la formation, par rapport à la régulation, par rapport à l'autorégulation, par rapport à la législation, de faire en sorte que nous-mêmes, nous soyons outillés. Chacun est outillé. Je pense que la coopération soit confortée. La personne que je Nous remercions sincèrement les CSTMA pour cette intervention, cette contribution qui est riche. Ma foi, cette contribution vient de pallier plusieurs préoccupations tellement il a ramassé un large groupe. Deuxième intervenant, j'ai préféré dorénavant, j'ai dit qu'il y aura 5 intervenants. On va enregistrer au préalable les intervenants et on va accorder à chacun 2 minutes pour son intervention. Le premier intervenant, le deuxième, on les enregistre d'abord et puis on va leur accorder la parole. C'est qui le suivant? Oui, nous avons le troisième intervenant. Mesdames, s'il vous plaît. Oui, quatrième intervenant et enfin, une autre dame. Trois messieurs, le portier. Cinquième intervenant. 2 minutes, s'il vous plaît. Pour permettre aux autres d'intervenir. Merci, monsieur le modérateur, pour m'avoir accordé la parole. C'est monsieur Guital Alomba Loubouté, expert à la direction d'études et d'administration du ministère de l'Intérieur et des Sécurités. Ma contribution, c'est juste par rapport à l'espèce de langage je suis venu au plus. Au premier intervenant, j'aimerais bien ressortir pour extrait sec et extrait sec. Parce que il y a des causes qui engagent surtout l'État, les structures, les institutions, et il y a des causes qui engagent surtout les professionnels, les médias et les. Je prends l'aspect sécurité. Vous allez parler de menaces, voire de discrimination. C'est l'État ici. C'est pour ça que nous sommes là. J'attends le ministère de l'Intérieur ici. Nous constatons par moment dans laquelle des informations des médias qui n'arrivent pas à se présenter aux autorités et points de paiement. Et souvent, ce sont des conséquences. J'aurais voulu aussi revenir sur l'organisateur. N'avez-vous pas tenu compte de tous les intervenants en amont avant les forums pour dire parler, sortir les causes qui engagent la constitution? En amont, là, vous appelez à la conception, vous appelez les participer, tous les intervenants, pour étudier. Il y a ça, qu'est-ce qui est un peu difficile à dire. Prochainement, c'est mieux regrouper toujours les intervenants, étudier avant de les étudier. Merci. Merci pour l'intervention des messieurs Vital. Je crois que la proposition et les recommandations ont été réalisées. Sans plus tarder, vu qu'on a eu un problème technique qui a fait qu'on a rompu avec vous, maintenant les choses sont améliorées. Avant de prendre le troisième intervenant des Kinshasa, on va réaccorder la parole à vous. Allô, à vous la parole. Allô, à vous la parole. Merci, là, vous m'entendez? Oui. On va poursuivre avec la présentation. Je suis. Voilà.
un bon nombre de causes qui font que le journaliste ne puisse pas avoir l'information auprès des autorités publiques. Et moi, je pense qu'il y a aussi le fait que les journalistes ont ce que vous appelez la ligne éditoriale. Ce qui fait que, bon, je n'ai peut-être pas la même compréhension que vous, mais de la petite compréhension que j'ai du concept, c'est que ça donne lieu à la coloration du journalisme. Moi, c'est un mot un peu coloré lorsqu'il se présente devant les autorités publiques. Et je pense que si on peut s'attaquer à ce concept sur le plan légal, de sorte qu'on puisse contraindre le journaliste à ne respecter que la déontologie du journaliste et à ne pas mettre en exergue sa pensée philosophique, sa appartenance philosophique, sa ligne éditoriale. Ça peut faire qu'il soit en odeur de sainteté lorsqu'il se présente devant les autorités et ça peut faire qu'il y ait plus de confiance et ça peut donner lieu à une circulation d'informations beaucoup plus facile. Voilà ma petite intervention, merci. C'est une intervention ou une question? Si c'est une préoccupation, est-ce que vous voulez savoir si cela ne constitue pas un frein? Oui, moi je me dis que c'est un frein. Et c'est pourquoi je suggère. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une intervention dans ce cadre-là, est-ce qu'on ne peut pas envisager une loi contraignant le journaliste à ne respecter que sa déontologie, à mettre de côté ce que vous appelez dans le cadre de votre travail, la ligne éditoriale? Est-ce qu'on ne peut pas mettre ça de côté comme ça, les gens Merci, Maître Jean-Marie, pour cette première question adressée à M. Primo. On peut prendre le prochain intervenant. Merci. Moi, c'est Alpha Noala, journaliste à la radio SST. Ma préoccupation va dans le sens des pistes de solutions. Donc, elle est adressée au deuxième intervenant. Vous savez, il y a des personnalités publiques, pour ne pas dire politiques, qui choisissent eux-mêmes sur quels médias intervenir pour donner une information. J'ai été personnellement plusieurs fois confrontée à cette réalité, malheureusement. Et l'honorable a même parlé du G13. Une fois, j'ai contacté une personnalité de G13 pour avoir une information qui m'ont répondu défavorablement. Alors, le journaliste a besoin de cette information pour apporter aussi à son public. Mais il est en même temps confronté à cette réalité. Quelle doit être la démarche pour démonter cette situation? Donc, quel doit faire les journalistes qui se trouvent bloqués dans cette situation, puisque son public attend de lui une information vraie? Alors, si vous pouvez nous répondre, ça serait une bonne chose. Merci, Madame Alpha, c'est Alpha. Une question pour l'honorable Mouya. Une dernière intervention avant d'accorder la parole. Merci, c'est Scott Mike, la DGS de Constantin. Moi, je m'adresse à l'honorable Patrick Mouya. S'il vous plaît, le nom. Scott Maïba, DGS. Je m'adresse à l'honorable Patrick Mouya. Nous avons parlé de pistes de réforme, parmi lesquelles le suivi étatique, la formation des journalistes. Moi, je pense que je ne sais pas si là oui. Je demande la formation des parlementaires, députés et sénateurs est aussi importante. Pourquoi je dis ça? À ce jour, moi, je pense qu'il y a des députés et sénateurs qui connaissent pas l'importance de cette loi sur la salle information. Et ce qui ne dit pas, ce n'est pas important que le parlementaire soit aussi compris. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de loi Bina et Sakaka. Il y a beaucoup de députés qui ne connaissent même pas, qui sont là, qui devraient voter ces lois. Ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est déjà un déficit du côté
et nos députés sénateurs. Et à M. Primo, qui a parlé des possibilités de formation parmi les un championnat. Je crois que ça doit parler de bouton de journalisme noir. C'est vrai, le journalisme noir existe. Mais moi, je fais un pont entre les journalistes et les politiques. Est-ce que parmi les politiciens, même les députés il y a aussi des boutons noirs parlementaires, ce qui est pour la commission. Ça n'atteint pas d'aujourd'hui. Donc, le mouton noir, c'est qu'est-ce parmi les postes, tout ça, la précarité des conditions de vie des journalistes et aussi des parlementaires aussi. Selon moi, parmi les postes pour notre système. Merci. Merci pour votre intervention. On va accorder rapidement, avant que la technique nous mette en contact avec Machi. Avant d'accorder la parole aux intervenants pour réponse, je pense qu'on va devoir accorder d'abord la parole aux intervenants pour des réactions aux préoccupations qui sont En deuxième position, vous venez de citer les services déconcentrés. Et nous, monsieur le commissaire, tout au début, vous savez que bon. Là, je me demande, est-ce que la liste s'il vous plaît, il y a c'est vrai qu'on a quand même Nous nous félicitons d'avoir expérimenté les nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais c'est clair qu'il y a encore un travail à faire. En attendant qu'on perfectionne notre communication avec Boubachi et Kassa. On va accorder en premier la parole à M. Mouskambiloua Primo pour répondre aux préoccupations qui lui ont été ou pour des questions logistiques. On va accorder en premier la parole à l'honorable Patrick Boya. Merci. Merci de la parole, monsieur le modérateur. Je vais commencer par la dernière question, celle historique. Vous savez, la sensibilité du travail des journalistes, c'est que lorsque vous êtes médiocre, les personnes directes. Lorsque vous êtes comptable, il faut faire passer les auditeurs pour arriver à décider que vous êtes mauvais. Mais lorsque vous êtes mauvais journaliste, à l'instant, on sait voir que vous articulez mal, que vous écrivez mal le français et que vous donnez une information qui désoriente la population. Et donc, c'est pour ça même que les médias, à un certain degré, sont subventionnés par tout le monde parce qu'ils rendent un service public du fait de la sensibilité des matériaux qui portent. Et donc, lorsqu'un journaliste est au tournoi, il est dangereux tout aussi de parlementaires. Parce que vous avez parlé justement des parlementaires qui doivent être informés. Vous posez une question fondamentale. Dites-moi, vous pensez qu'un parlementaire est un expert en tout? Je ne pense pas. Est-ce que même quand vous vous formez, quand vous devenez parlementaire, je ne suis pas sûr que vous serez outillé à tout? La sensibilité du travail du journaliste, c'est que lui, il apprend de par son cursus comment, plus que les parlementaires d'ailleurs, parce que les parlementaires n'ont pas toujours l'accès au public tel que le journaliste l'a au quotidien. Le journaliste est formé pour avoir, ne pas tout connaître, mais savoir un peu tout sur tout. Et être en mesure de débattre avec, d'aborder des sujets avec un médecin, un physicien et tout le reste. Mais c'est pour ça même que, pour éviter justement que certains journalistes se perdent, on va dans la spécialisation. Vous avez ailleurs, quand vous regardez, vous avez des journalistes spécialistes en physique nucléaire
spécialistes en économie, comme l'anglais qui parle sur France 24, spécialistes. Vous avez un magazine comme l'Ancêtre qui est produit par des journalistes qui est spécialisé sur les questions de santé. Le problème chez nous, c'est que tout le monde pense que c'est la politique qui doit mener sur tout, et tout le monde devient analyste politique, et tout le monde s'y perd dans la polémique. Et le Congo ne sera jamais reconstruit par la polémique. Vous savez que c'est la vacuité du débat politique qui empêche à ce pays de décoller. Et fort malheureusement, même les journalistes qui devaient challenger les politiques imitent les politiques et reproduisent leur tard. Moi, je fais souvent l'observation à mes confrères, je dis, mais les journalistes congolais ne vont jamais dans des questions en profondeur. Comment voulez-vous que le politique y aille? Le jour dans les plateaux des télévisions, on posera des questions sur comment on gère notre démocratie, comment on assure que les Congolais aient accès à l'électricité, comment on assure que les Congolais aient accès à l'eau, comment même sans répartir les territoires à travers le pays, le relief de chaque province. Je vous assure que beaucoup de politiques vont déserter le plateau. Parce que le politicien congolais ne fait pas d'effort. Et parce que c'est les politiciens congolais qui étaient devenus référence, y compris les journalistes qui devaient les challenger, les journalistes eux aussi ne font pas d'effort. Et la société s'émeurt parce que dans toute société du monde, il y a des chiens méchants qui se trouvent être la justice et les médias. Même si cela n'est pas codifié par, je sais plus, c'est Jean-Jacques Rousseau dans notre pouvoir traditionnel, mais on dit de médias que c'est les quatrièmes pouvoirs parce que c'est les médias qui peuvent être en mesure de définir les cas. Regardez le ministre Oscar. Il n'a jamais été condamné par la justice en affaire de ça. Mais le tribunal de médias a mis toute sa carrière de côté. Est-ce que nous, au Congo, on a des médias qui arrivent à ces niveaux? Je crois que c'est la réponse de manière globale. Nous avons tous un problème d'information. Les députés, quand ils sont élus parce qu'ils sont capables de porter des initiatives qui changent le pays, ou est-ce qu'ils sont élus parce qu'ils ont été les plus offrants, ils ont été les plus populaires? Vous posez vraiment la question du fondement même de la société que nous avons construite. Alors, Madame Alpha, les choix des médias, ici, il faut faire attention pour ne pas faire la manière. Ça veut dire que vous pouvez sûrement avoir contacté une personnalité du G13. Il faut comprendre, il faut faire la différence entre obtenir une interview et obtenir une information. Les gens ne sont pas toujours, moi par exemple, qui vous parle, je donne très peu d'interviews et je ne participe pas au débat politique. Parce que je considère que je ne peux pas rajouter ma voix à la polémique. Parce que très souvent, les questions qui intéressent les médias, c'est des questions de politique politicienne. Ah, maintenant, bon, vous avez changé les camps. Là-bas, c'est quoi? C'est cela. Madame Maputa, est-ce qu'elle était bien ou elle était mal? Est-ce que Tshisekedi sera réélu en 2023? Et moi, je considère que cette manière de percevoir ou de faire le métier n'est pas des natures à faire avancer la société. Mais cela dit, nous, les politiques, en tout cas pour ce qui nous concerne dans le cadre du G13, on a fait un effort pour être le plus transparent. Parce que nous considérions justement que les questions des réformes électorales, c'est des questions qui déterminent notre avenir collectif. Et que ces questions ne devaient pas seulement faire l'objet des amis qui étaient au FCCH. Parce que justement, on pensait que ces coalitions étaient dangereuses et qu'on ne pouvait pas reposer le devenir du pays entre leurs mains. On a fait un effort pour être le plus transparent et communiquer le plus pour que les gens comprennent le bien fondé de la